Bonjour! Radio Station Grignon. Donc, bonjour, mon nom est Philippe Lachance-Simon. Bienvenue sur la station Radio Grignon. Aujourd'hui, je suis avec Charles et Catherine, nos invités du CIUS ou CSS-MTS, c'est ça? Oui. Exact. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu votre organisation puis qu'est-ce que vous faites? En fait, le CCS-MTS, CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, c'est une organisation qui regroupe plusieurs sites, plusieurs fonctions en santé et services sociaux, dont les hôpitaux, les CHSLD, la protection, la direction de la santé publique. Donc, c'est un gros établissement. Je pense que c'est le plus gros au Québec, si je ne me trompe pas. C'est le plus gros CIUS. Et nous, on est dans un réseau local de services. OK. Sud-Ouest Verdun, donc qui comporte des CHSLD, mais trois, ce qui nous intéresserait davantage aujourd'hui, c'est surtout les CLSC, là, où est-ce qu'on a Verdun, les Marcotte-Saint-Paul et Saint-Henri. Ça fait depuis combien de temps que vous avez commencé à travailler au... 2 ans. 2 ans. Juste 2 ans. Oh. Ça va faire 17 ans en décembre. En fait, que Charles est travailleur social, OK. donc en milieu scolaire, Oui. puis moi, je suis organisatrice communautaire. Très bien. Donc, moi, je travaille en soutien aux organismes et aux concertations au niveau petite enfance et jeunesse dans le secteur de Ville-et-Mort. Et je m'occupe aussi, en fait, on est un duo là, au niveau du programme Alliance. Donc, c'est un programme de prévention pour la négligence. Je travaille au niveau de l'ensemble du Sud-Ouest à concerter les intervenants du DPJ, du CIUS et les organismes communautaires pour développer un langage commun, puis aussi prévenir la négligence, tout le monde ensemble. Est-ce que ça fait beaucoup de travail sur le terrain aussi? Bien, en fait, ça fait beaucoup de travail de concertation parce que c'est des gens qui ont des réalités, des langages différents, des réalités différentes. Donc, pour pouvoir tisser un filet de sécurité pour nos jeunes puis pour nos familles, dans le fond, il faut qu'on se rencontre. Donc, c'est plus un travail de concertation et de formation, puis de connaissance et de reconnaissance mutuelle parce qu'on a des rôles à jouer. Ça fait Ils sont très importants. partie de mon rôle. Donc, moi, je suis plus du côté organisation communautaire. Oui. Très passionnant. Moi, j'ai le meilleur métier au monde. Désolée, Charles. Oui, qu'est-ce que tu fais au quotidien, puis avec qui tu le fais? C'est ça, moi je suis au programme jeunesse, donc 12, un peu, là, puis après ça serait supposé arrêter à 17 ans, mais ce qu'on va faire, on va faire du suivi clinique individuel, du suivi familial, on accompagne les familles, donc effectivement on fait de l'accompagnement scolaire des enfants, on fait des projets de prévention, promotion, saines habitudes de vie, puis même au niveau du CIUS, j'ai un programme de prévention, promotion, saines habitudes de vie qui s'appelle Brancher Santé. D'accord. Donc, ce programme-là, c'est nutrition, travail social, kinésiologie, activité physique. Donc, oui, on ratisse large en travail social scolaire, avec une biopsychosociale communautaire, aussi en santé communautaire, services sociaux communautaires, on ratisse quand même assez large là, pour rejoindre un peu, pour répondre aux besoins, aux différents besoins de la population, des enfants, des parents, des besoins scolaires. Donc, on avait des petites questions pour vous concernant les services qu'on ne connaît peut-être pas déjà pour les familles qui ont un petit peu moins de moyens, qui n'ont pas accès forcément à toutes les ressources ou qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas du tout le Canada, puis qui aimeraient savoir des idées pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille ou de leurs enfants à des coûts réduits et aussi avec un maximum d'aide et aussi, je suppose, s'intégrer dans le couple. Pouvez-vous nous parler des ressources gratuites ou à faible coût qui sont disponibles pour les parents, pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer les services réputés coûteux? On a les catégories gouvernementales, donc la catégorie qui va être couverte, admettons, par la carte d'assurance maladie. Donc là, on a les CLSC, on a les hôpitaux, on a différentes ressources. Donc, effectivement, on se présente au CLSC, dans un hôpital, on va obtenir les services de soins de santé, les services psychosociaux, psychologiques. On formule une demande à cet effet-là. Et ça, c'est tout couvert par la carte d'assurance maladie. Si on est nouvel arrivant, réfugié, il y a aussi la possibilité de se présenter dans les établissements de santé et de services sociaux en faisant appel au programme fédéral de santé intérimaire, donc le PFSI. C'est comme une carte d'assurance maladie intermédiaire, si on veut, ou intérimaire, mais ça permet d'offrir ces services-là pour justement que les gens puissent savoir qu'on peut les aider. Sinon, la deuxième catégorie qui est super importante,
c'est la catégorie communautaire. Ça, OK. c'est des organismes qui répondent souvent à des besoins ciblés par des programmes fédéraux. Très bien. Donc, en santé mentale, il y en a plusieurs. Il y a des organismes familiaux, il y a des organismes de soutien financier au niveau de l'alimentation, au niveau du vêtement, donc de l'habillement. Ça répond à des gouvernementaux ou des préoccupations gouvernementales, politiques, si on veut. Puis il y a des bailleurs de fonds là, ou des donateurs là, qui peuvent faire vivre aussi ces organismes-là. Est-ce que c'est gratuit? Pas toujours. Parce que souvent, bon, les services peuvent être offerts gratuitement, souvent avec une contribution volontaire de la part du parent ou des personnes, des membres des organismes ou de la clientèle, des usagers de l'organisme. Des fois aussi, on peut avoir des ententes selon le niveau de revenu, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas tout à fait la gratuité, Oui, c'est ça. mais ça permet de respirer puis recevoir un bon service aussi. Justement, les contributions, c'est pour énumérer les fourchettes, c'est quoi les plus bas et les plus hauts montants que vous pouvez recevoir? Que vous pouvez envoyer pour soutenir vos familles? En fait, mettons qu'on retourne du côté du volet communautaire, parce que tout ce qui est provincial avec la RAMQ, c'est gratuit. Ce qu'on a comme chance à Villemort, puis dans le sud-ouest, on a un réseau communautaire très, très fort. Beaucoup d'organismes, la majorité des services dans les organismes communautaires sont gratuits. Par contre, des fois, il peut y avoir un membership, un 5 par année, par exemple. Outre ce que les organismes communautaires offrent au niveau famille, il y a beaucoup d'initiatives, en fait, collectives. Et local? Oui, local, par année. Donc, en concertation, on s'est rendu compte que il y avait vraiment un besoin criant au niveau des familles au moment de la rentrée scolaire pour habiller chaudement les enfants pour qu'ils puissent faire leurs activités. Mais également, si on veut que les parents aillent avec les enfants, il faut aussi habiller les parents. C'est ça. Donc, on a créé, en fait, un bazar qui s'appelle Habillons-nous pour de façon concertée avec les petite enfance. Il y a un comité qui s'appelle Immigration. Puis tout le monde s'est mis ensemble pour collecter des vêtements. Donc, il y a beaucoup comme ça, là, des initiatives qui sont collectives pour répondre aux besoins des familles qui ont des revenus moindres. Cette année, on va avoir l'opération Sac à dos. Oui. Donc, il y en a dans d'autres quartiers, mais pour notre quartier à Villemort, c'est la première année. Donc, on va offrir des sacs à dos remplis d'effets scolaires au niveau primaire et au niveau secondaire. Donc, on va avoir 200 sacs à dos cette année à distribuer. Donc, au niveau petite enfance, au niveau jeunesse, au niveau concertation, Villemort, c'est vraiment un quartier où la synergie de collaboration, où les organismes ont le goût de travailler ensemble puis de répondre aux besoins collectivement, même s'ils n'ont pas tous la même mission, il y a des initiatives comme ça qui existent, puis c'est vraiment agréable. Une coordination entre les organisations. Oui, puis on a aussi la concertation Villemort Côte-Saint-Paul qui, en fait, coordonne tous ces comités-là qui regroupent les organismes communautaires, qui permet aussi de répondre aux besoins de façon complémentaire entre tous ces acteurs-là. Dans les autres secteurs, est-ce qu'il y a aussi d'autres organisations de cette même manière-là qui peuvent organiser les différentes organisations qui sont plus locales, qui peuvent aider à coordonner? Admettons, moi, je viens de Longueuil. Ouais. Je vis à Longueuil. Longueuil est très, très développé au plan communautaire, là, que ce soit pour l'alphabétisation populaire, justement l'aide alimentaire, l'aide à l'habillement, l'aide financière. Il y a toute la réalité aussi du logement, de l'habitation, donc du travail de rue. Donc, ce qu'on se dit, Montréal a une belle offre de services au plan communautaire, mais ça se fait aussi sur à peu près tous les territoires là, au Québec. Là, c'est quand même très, très présent. Puis les concertations sont organisées un peu différemment selon les territoires. Il y a des concertations. Chose intéressante, dans Villemort, on a le CS. Centre social d'aide aux immigrants. Social d'aide aux immigrants, merci. Qui est aussi un organisme qui accueille des réfugiés, travaille avec des personnes immigrantes, offre une panoplie de services incroyables au niveau de l'aide à l'emploi, la francisation. Il y a vraiment beaucoup d'intervenants qui peuvent répondre aux besoins des familles immigrantes ou réfugiés ou avec des statuts précaires. Donc, puis on a la chance d'avoir ça dans notre quartier aussi. Donc, c'est aussi fait de la sensibilisation auprès même des institutions, auprès des organismes sur cette réalité-là. Donc, c'est pour justement, encore les familles à moindre revenu, au niveau de la santé mentale, est-ce qu'il y a des ressources, parce que c'est très rapidement saturé, les services en santé mentale, en soins psychologiques, etc., mais aussi pour les personnes à déficience intellectuelle. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont à très faible coût ou sans aucun coût qui seraient accessibles aux familles, peut-être dès maintenant, et
de quelle manière on peut y arriver? Si on reprend les deux catégories, Ouais. plutôt là où est-ce qu'on parlait des ressources plus institutionnelles, gouvernementales en santé et services Ouais. sociaux, il y a quand même possibilité de prioriser des situations en santé mentale, là, où est-ce qu'on est dans les urgences, tout ça. Donc, dans le réseau de la santé, ce qu'on appelle le réseau, finalement, dans Ouais, cette c'est ça. catégorie-là, ce qu'on appelle le réseau, il y a moyen de consulter assez rapidement dans ces ressources-là. Ce qu'on fait, une des façons d'y accéder, quand on a une forme un besoin en santé mentale ou un besoin d'évaluation ou un besoin de suivi, Ouais. mais on peut se présenter dans un CLSC, admettons, et faire une demande, la D'évaluation. demande de voir un intervenant. OK. Puis l'intervenant va faire ce qu'on appelle une fonction d'accueil, justement pour évaluer les besoins orientés. Par contre, ce qui peut arriver, ce qui n'est pas souhaitable malheureusement, Ouais. mais ce qui peut arriver vu que c'est de l'accessibilité universelle, c'est qu'on se retrouve sur une liste d'attente à ce OK. moment-là. Par contre, oui, il y a des organismes communautaires là, qui vont aussi offrir des suivis psychosociaux. Puis je crois que c'est important de regarder, même en se présentant au CLSC, des fois, dans ce qu'on appelle l'accueil psychosocial, à l'évaluation des besoins, l'intervenant va peut-être pouvoir cibler certaines ressources communautaires En plus, qui vont aider à répondre aux besoins d'aide psychologique. C'est certain que quand on est dans une situation où est-ce qu'on est dans une urgence psychologique, une détresse, c'est tout de suite le 911. Si c'est une détresse qui est quand même, où est-ce qu'on se dit que la personne, on veut la faire transporter le plus rapidement puis qu'elle reçoive les services et les soins pour la santé mentale en milieu hospitalier, ça c'est hyper important. Il y a les lignes d'écoute aussi, le 988. OK. Donc le 988, c'est la ligne de prévention du suicide. Et ça, c'est un numéro là, qui est rendu pan-canadien. Je ne sais pas ailleurs, mais je sais que c'est pan-canadien. OK. Donc ça va référer à la ligne de ce qu'on appelle Suicide Action Montréal pour notre part, mais ça va référer à la ligne de prévention du suicide où est-ce qu'on peut parler à un intervenant, faire un plan d'action justement pour réduire le stress psychologique, le risque suicidaire. Et sinon, si on a une question avec un besoin peut-être de voir, on est dans l'ambivalence ou on est dans j'aimerais voir quelqu'un, je suis en train de développer des symptômes un peu liés à la santé mentale, à ce moment-là, on peut appeler le 811. OK. Et là, on va parler avec un intervenant, donc on peut avoir l'info sociale. On peut parler avec un intervenant qui va faire une fonction aussi d'accueil, orienté selon le besoin, et possiblement contacter les intervenants ou les ressources pertinentes. Puis, si on a aussi une porte d'accès dans un organisme communautaire du quartier, puis là, je pense à tous les organismes du quartier ici, on connaît un intervenant communautaire, on connaît un travailleur de rue, qu'on n'est pas nécessairement familier avec les ressources du réseau de la santé, bien, il y a possibilité aussi. Les intervenants, on a tous ce devoir de conscience, de référer, de collaboration et de bien orienter une personne qui vit des enjeux au plan de la santé mentale. Beaucoup de communication au niveau de la coordination des organisations aussi. Oui, tout à fait. C'est super important. Puis je regardais dans le quartier, il y a aussi la maison Répit Oasis qui offre des services des ITS, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Donc, il y a cette ressource-là qui existe. Qui offre du répit. Les parents, là, des fois, ils ont besoin d'une pause. Puis, ils offrent également un service de stimulation pour pouvoir développer les aptitudes ou préparer l'enfant à l'arrivée à l'école aussi. Aussi, exactement. Tu sais, on parle de santé mentale. Des fois, on voit quelqu'un qui est en crise, puis on dit on va l'envoyer au centre de crise. Quelque chose qui est gros. Mais santé mentale, c'est aussi la prévention. Hein? Donc, avoir un réseau social, ne pas être isolé, tout ça. Donc, là, on est au quart d'aujourd'hui. Vous en faites de la prévention au niveau santé mentale, faire partie d'une organisation, sentir qu'on fait partie d'une communauté. Il y a toujours quelqu'un à qui parler au cadre. Un soutien social. Un soutien social. Donc, ça, c'est immense au niveau de la santé mentale aussi. Donc, je pense que nos organismes contribuent tous à leur façon. C'est sûr que quand on est dans la crise, là, on est ailleurs, puis on veut avoir accès à des ressources. Il y a beaucoup, beaucoup de travail aussi qui se fait dans le communautaire. Dans ce sens-là. Pour nos jeunes aussi qui ont de 12 à 25 ans, qui n'ont pas nécessairement de ressources, accès à un médecin. Ceux qui sont voir les calques, comment est-ce qu'ils font? Ceux qui sont à l'école, commencer par famille, travail, école, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Dans les milieux scolaires, il y a effectivement beaucoup de choses qui se font dans les milieux scolaires. Il y a les travailleurs sociaux. Donc, tout à fait. En fait, moi, je m'appelle point de service. Donc, je suis à l'école certains jours durant la semaine, justement pour rencontrer les enfants, rencontrer les parents, prendre le pouls du milieu aussi. Mais souvent, je vais recevoir aussi ce qu'on appelle, je vais faire ce qu'on appelle une fonction d'accueil psychosocial, moi aussi. Donc, je vais recevoir des parents qui n'ont pas eu nécessairement accès à des services ou qui ne connaissent pas nécessairement
les options pour aider un enfant qui serait plus en difficulté, qui serait en train de développer justement un stress scolaire, même des fois de la détresse scolaire. C'est triste, mais ça existe. Ouais. Donc, à ce moment-là, donc, je vais accueillir les parents, on va ouvrir une demande de service, on va les accueillir au programme jeunesse ou orienter vers les bonnes ressources à ce moment-là. Donc, dans les milieux scolaires, il y a ça. Par contre, quand on est un point de service du CLSC en milieu scolaire, on travaille beaucoup en équipe multidisciplinaire. Donc, dans les écoles, mais souvent, il y a de la psychoéducation scolaire. Donc, la psychoéducatrice ou le psychoéducateur va accueillir l'enfant qui a des besoins très, très ciblés sur soit le comportement ou certaines réalités de santé mentale à l'intérieur du milieu scolaire. Il va y avoir de l'éducation spécialisée. Il peut y avoir aussi l'orthophonie. Des fois, les difficultés langagières, les difficultés d'écriture vont générer un certain stress, même des fois une certaine détresse, du découragement. La difficulté de la communiquer avec une nouvelle personne, surtout lorsqu'on ne parle pas forcément la langue de l'autre. Tout à fait. Il y a du soutien linguistique aussi qui se donne dans les milieux scolaires. Puis c'est des orthopédagogues ou des enseignants spécialisés qui vont vraiment aider les nouveaux arrivants à s'intégrer et à apprendre la langue, vraiment à développer. Donc, il y a un éventail de ressources. Il peut y avoir de la psychologie, mais ça, c'est plus au niveau des... Au niveau des services, il y a scolaire. Tous les intervenants du milieu communautaire peuvent référer pour l'accueil psychosocial, faire un formulaire avec l'autorisation de la personne, du parent, du jeune, et accompagner le jeune, mais ils peuvent faire une référence directe. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir qu'on est intervenants dans le milieu communautaire. On a un formulaire spécialement pour eux. L'autre chose que j'aimerais dire au niveau des jeunes, si je pense à, mettons, l'école Honoré-Mercier, avec la concertation jeunesse, suite à la pandémie, l'anxiété, là, ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Manque de socialisation, manque exact. Donc, on était tous contents. On a développé un projet... initiative du comité jeunesse, mais c'était tract de rue, donc avec notre travailleur de rue, Florian, qui co-animait des ateliers avec un intervenant d'Air ouverte pour pouvoir offrir des ateliers sur l'anxiété. Ça aussi, je reviens encore à la concertation, là, c'est tannant, mais c'est ça qui fait qu'on peut développer ensemble puis une réponse aux besoins qu'on observe chez les gens. En fait, Air ouverte, c'est un service pour les jeunes de 12 à 25 ans, gratuit, accessible. Ils ont des bureaux maintenant à côté du métro Lionel-Groulx. Donc, un jeune peut se présenter, peut aussi appeler et avoir du soutien psychologique, soutien pour la santé mentale, mais aussi éventuellement avoir un accès à un médecin de façon temporaire. Donc, il va y avoir une intervention pendant un certain temps avec le jeune. Ça ne sera pas juste une fois. Ça peut être soutenu. Justement, est-ce que c'est Concertation qui organise toujours ces événements-là? Comment est-ce que les familles s'instruisent sur les ressources qui sont là, mon rôle d'organisatrice communautaire, c'est de faire le pont toujours entre, c'est une bonne question, entre le réseau public et le réseau communautaire. Donc, c'est sûr que je suis toujours en train de transférer de l'information d'un côté comme de l'autre. Quand on est de la population, il y a, entre autres, l'infolette de concertation, qui est un outil extraordinaire parce que dans l'infolette, il y a l'information qu'on va avoir envoyée de la part de l'institution, s'il y a des services qu'on offre. Par exemple, Branché Santé, passé dernièrement. Et on va avoir aussi les services des organismes communautaires dans notre courriel. Donc, pour avoir accès à ça, on a simplement à s'inscrire sur le site de concertation pour pouvoir avoir au niveau de la concertation, on fait des bottins de ressources. Ressources pour les jeunes, ressources alimentaires, ressources logement. Donc, ça aussi, c'est accessible via la concertation ou via les organismes communautaires. Autant les organismes du public que les organismes communautaires, les organismes gouvernementaux, si on veut, que les organismes communautaires, d'être présents dans le quartier, d'être présents aux événements comme aux fêtes de quartier, à différentes initiatives. On va rencontrer des familles. À la base, ils vont prendre conscience que vous existez aussi. C'est important qu'on ait à la rencontre pour être capable d'expliquer qui on est. Puis c'est important aussi, les familles, qu'on les invite à venir le plus possible pour être capable de créer cette espèce d'esprit communautaire-là qui est fondamental à la santé mentale. On crée des moments. La fête estivale, à la fois les ressources du CLSC sont là, les ressources communautaires sont là. Il y a la fête hivernale également, mais il y a plusieurs moments dans l'année où on va à la rencontre de la population. Est-ce qu'il y avait des programmes et des initiatives qui aidaient plus spécifiquement à l'éducation et au développement des jeunes?
Oh oui. Aujourd'hui, on est dans une ressource communautaire, un organisme communautaire qui est vraiment en soutien à la réussite au développement, donc le Centre d'aide à la réussite et au développement, CARD, qui se dit bien. C'est là qu'on est aujourd'hui. C'est un organisme bien implanté dans le quartier Villemort-Côte-Saint-Paul depuis plusieurs années d'ailleurs, puis qui offre à la fois aide aux devoirs, on avait accompagnement, on avait des activités familiales, on a des activités de loisirs, camp de jour, l'été. Donc déjà, cet organisme-là est très, très actif dans la communauté. C'est génial. C'est ma découverte d'il y a plusieurs années, mais c'est une très belle découverte. Au plan familial aussi, on a, c'est sûr que ça, c'est moyennant certains frais, là, mais il y a le centre de loisirs Monseigneur Pigeon qui va offrir du soutien aux familles, qui va offrir des activités. On est plus orienté vers le loisir à ce moment-là, mais il y a une sensibilité à la population qui est présente, là, qu'on découvre quand on va faire un tour. Mais d'ailleurs, Accès Loisirs. Accès Loisirs? En fait, Accès Loisirs, c'est dans plusieurs quartiers de Montréal, dont Villemort. C'est une subvention, c'est en collaboration avec la Ville de Montréal, qui donne accès, en fait, aux activités offertes par la Ville, dont le Centre Monseigneur Pigeon. Et donc, ce sera des activités gratuites pour les familles à faible revenu. D'accord. Donc, ce ne sont pas toutes les activités qui sont offertes nécessairement, parce qu'il va y avoir la période d'inscription régulière. Puis ensuite, on a 2 moments durant l'année où on va ouvrir les places restantes pour la population en général. Est-ce qu'on s'inscrit sur C'est gratuit. Non, on fait 2 moments d'inscription. À quel endroit? Normalement, c'est chez Achim ou au Centre Monseigneur Pigeon. Je reviens à l'infolettre de concertation. C'est un bon lieu pour avoir l'information à quel moment on peut avoir accès à ce programme-là. Puis avec Accès Loisirs aussi. Donc, Achim, pour faire du pouce là-dessus, c'est vraiment une ressource là, qu'on appelait anciennement Opération Garde. Donc, Opération Garde, c'est vraiment un complexe d'habitation à loyer modique. Donc, pour les personnes à faible revenu. Et ça offre, l'organisme en tant que tel, il y a un local de milieu, un local communautaire où est-ce qu'on va offrir de l'intervention familiale, on va offrir du support ponctuel, on va monter des projets, justement. Tantôt, on parlait de l'aide à l'habillement, de l'aide alimentaire. Donc, on va en monter aussi dans ces organismes-là pour s'assurer justement de répondre le plus possible aux besoons des familles aussi. Puis, il y a de l'aide aux devoirs. Ça, c'est super intéressant, justement. Donc, il y a un camp de jour aussi. Puis, on pense à des ressources qui aident au niveau scolaire. Dans le fond, on est préoccupé au niveau de la concertation par les transitions scolaires. D'accord. Donc, quand on arrive en maternelle première année, au niveau de la première transition, comme on appelle, donc, il y a Station Famille, en fait, qui offre des ateliers, puis qui accompagne. Et c'est ça, il y a différentes initiatives pour aider. Station Famille? Station Famille, c'est un organisme famille extraordinaire qui offre plein de choses. Il y a des allaitements en collaboration avec Station Famille, il y a des ateliers pour les parents, il y a aussi, durant les ateliers parents, il peut y avoir des ateliers parents-enfants, mais il y a aussi des ateliers qui s'adressent aux parents, où les enfants sont pris en charge à la halte garderie. En même temps. Et donc, il peut y avoir des ateliers sur la nutrition, sur la parentalité. Ils ont aussi des groupes papas. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est vraiment chouette. Donc, pour que les papas s'y retrouvent également. Vraiment un organisme qui est très dynamique, qui est dans Villemort. Ils intègrent beaucoup dans la vie de leurs jeunes en même temps. Ça permet d'avoir des ressources puis des liens supplémentaires. Oui, puis tisser des liens avec d'autres mamans. Parce que quand on vient... c'est ça. Quand on est parent, là, je pense que c'est important d'avoir d'autres parents autour de soi pour partager nos réalités, là. Pas se sentir seul à travers ça. Puis, il y a également, quand on vient juste d'accoucher, dans le fond, il y a un soutien qui peut être offert à Station Famille. Pour les mamans. Pour les mamans suite à l'accouchement. Donc, ça aussi, c'est quand même une ressource qui est très, très précieuse là, quand ils puissent se déplacer à la maison. Ça, c'est la transition. Là, je parlais de la transition 1, admettons, plus au niveau soutien scolaire. Puis, au niveau concertation, on travaille aussi la transition 2, donc le passage primaire au secondaire. Il y a PSO, Prévention Sud-Ouest, qui font des ateliers en collaboration avec la policière communautaire, qui vont aller dans les classes de 6e année, faire des ateliers, justement, pour la préparation à l'arrivée au secondaire, voir c'est quoi les préoccupations des jeunes, qu'est-ce qu'ils anticipent, tout ça. Et toute la gang ensemble du comité jeunesse, on fait 2 moments dans l'année. Donc, juin, on va faire une première expérience avec les jeunes de 6e année qui débarquent tous à Honoré-Mercier. Et là, on les accueille et c'est un peu sur une forme escape room. Là. Les jeunes vont être mis en groupe, animés par des jeunes du secondaire. Et là, ils vont faire le tour de l'école
avec des énigmes, pour visiter, pour voir comment ça se passe, pour prendre contact. Voir tout ce qu'il va faire pour eux aussi. Exact. Puis, ensuite de ça, une journée avant que l'école recommence officiellement, donc sous peu, ces mêmes élèves-là de 6e année vont venir la journée avant et ils vont refaire, en fait, une autre activité d'intégration, toujours animée par les jeunes secondaires. C'est vraiment génial. Et nous, on est là, les organismes, les intervenants, juste en accompagnement, parce que c'est vraiment les jeunes qui animent ça. Puis là, les jeunes vont avoir eu leur horaire, leur cadenas. Ça, c'est bien stressant, le cadenas. C'est du soutien scolaire dans le sens où c'est des grandes étapes. Donc, on veut y travailler, on veut s'arrêter pour être là pour les jeunes. Est-ce que vous avez entendu parler de certains enjeux pour les jeunes qui vous ont un petit peu surpris ou qui ont changé ces dernières années? Bien, toutes les réalités liées à l'utilisation de l'équipement électronique. Donc, des appareils à écran, là, qu'on parle de la tablette, mais là, c'est beaucoup le cellulaire. La consommation saine au niveau électronique. Bien, il y a ça, mais il y a tout aussi la communication qui se fait via ça, avec tous les moyens de diffusion aussi qu'on voit. Donc, il y a plusieurs enjeux à aller observer, à aller adresser. C'est ça, c'est un nouveau mode communicationnel, c'est un nouveau lieu aussi où est-ce qu'on peut sentir qu'on a un peu plus de pouvoir, on a un peu plus de liberté au plan de la communication. Donc, il y a ça. Le partage de photos, le partage de documents, ça se fait avec différentes façons. Donc, ce qu'on gère beaucoup, des fois, c'est des situations qui se sont passées comme ça via, des fois, Snapchat, Instagram. La cyberintimidation, c'est quelque chose duquel on parlait il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années, mais qu'on est en train de voir se transformer d'une certaine façon. Il y a ça. Les nouvelles réalités aussi qu'on rencontre au plan social, au plan de la jeunesse, c'est les réalités, c'est génial, mais c'est vraiment toutes les réalités liées à la diversité. Comment on va positionner la diversité dans un contexte social actuel en se disant, les jeunes ont de plus en plus cet enjeu de questionnement-là sur leur identité propre, puis c'est le fun dans l'adolescence, durant la puberté, de pouvoir se questionner, mais des fois, l'entourage n'a pas le même questionnement. Donc, de sensibiliser l'entourage à la diversité croissante, émergente, puis la diversification des possibilités. Des identités de genre, des identités, des orientations, tout ça. Donc, il y a ça aussi qui se présente beaucoup. Dans le fond, les jeunes vivent toutes sortes de choses différentes. Grosso modo, c'est quand même des jeunes qui vivent un peu les mêmes réalités que nous, avec des outils différents, Mais ce qui est important, justement, c'est qu'on ait différents angles. Dans la concertation, on a des organismes, mettons, comme le CARD, qui rencontrent des jeunes, des familles qui vivent certaines réalités. On a d'autres organismes, par exemple, Maison Répit Oasis, en concertation petite enfance, qui côtoient d'autres réalités. Fait que l'important pour avoir un portrait un peu global là, de c'est quoi les besoins et les préoccupations des jeunes, c'est d'avoir différents acteurs, mais surtout de s'adresser aux jeunes. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on les oublie. Exactement. On va parler pour eux, on va se faire les porte-paroles, mais c'est eux les premiers concernés, puis c'est eux les experts de ce qu'ils vivent. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est de créer des initiatives où les jeunes font partie de la solution, font partie de la co-construction de solutions ou de nouveaux projets. Donc, ça, c'est vraiment une volonté qui est à intégrer à chaque moment. C'est sûr que c'est plus long. C'est plus long. La démocratie, c'est long aussi. Oui, oui. Donc, mais si on veut vraiment répondre à leurs besoins, il faut aussi les entendre, eux. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense à la Maison des jeunes radioactifs qui accueille les jeunes. C'est le fun pour des parents de savoir que des jeunes de 12 à 18 ans vont aller fréquenter un organisme communautaire comme une maison de jeunes parce qu'il y a de l'éducation citoyenne qui va se faire. Il y a beaucoup il y a la présence du travailleur de rue aussi qui est là. Maintenant, on parle beaucoup plus d'intervenants en maison de jeunes. Donc, et les intervenants participent à autant de la Maison des jeunes que le CLSC, que le travail de rue, que beaucoup d'intervenants communautaires dans le quartier participent à une communauté pratique, justement pour discuter des réalités puis d'être sensible aux réalités des jeunes. Donc, on parle d'intervention, on ne parle plus d'animation. Donc, c'est des organismes vraiment d'accueil des jeunes puis qui offrent beaucoup. L'été dernier, il y avait la CIEC, initiative là, pour les jeunes qui voulaient découvrir le marché du travail. Donc, c'était une initiative coopérative
super génial. Ils vont avoir des ateliers sur différentes thématiques aussi. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est un organisme qui est quand même bien ancré dans le quartier. Puis, comment est-ce qu'on peut contacter ou pour créer des événements, surtout? Oui, bien pour la Maison des Jeunes, en fait, c'est un organisme qui est vraiment bien implanté dans le quartier. Donc, on parlait de la SIEC plus tôt. Donc, la SIEC a été chapeautée par le Carrefour Jeunesse Emploi du Sud-Ouest. Donc, Carrefour Jeunesse Emploi va s'adresser aux 16 à 30 ans. Des services d'accompagnement à l'employabilité chez les jeunes. Ils peuvent faire leur CV. Ils sont présents aussi en maison de jeunes, mais il y a une intervenante qui est Audrey aussi, qui est présente à l'école Honoré-Mercier, à l'école secondaire, qui va accompagner au niveau de l'employabilité, mais qui va aussi accompagner. Elle a un comité, par exemple, un comité événementiel. Okay. Elle va accompagner des élèves du secondaire à planifier des activités, des événements ou à avoir une participation citoyenne engagée dans différents événements dans le quartier. Donc, on a d'ailleurs pu bénéficier du support du comité événementiel le 16 juin dernier. On a organisé un projet. C'est une initiative avec le comité jeunesse les Mares Côte-Saint-Paul, donc qui regroupe différents organismes communautaires, intervenants du CLSC, les milieux scolaires. Donc, on a organisé une sortie de vélo, un trajet de 40 km qu'on faisait là, avec plusieurs jeunes. On a interpellé les parents, on avait des parents bénévoles, donc c'est un projet communautaire. Et le comité événementiel a permis justement de faciliter la réalisation de ce projet-là, de l'activité, parce qu'on avait des jeunes qui étaient bénévoles à différentes stations. Donc, c'est vraiment génial. Donc, on avait le CJE qui était là, on avait Concertation Saint-Paul-et-Mort, Prévention Sud-Ouest, Travail de rue, Monseigneur-Pigeon. Cumulus, en prévention des dépendances. Ben oui, tout à fait. PSO. 3 écoles, PSO, Prévention Sud-Ouest. Donc, c'est ça, on avait 3 écoles aussi, donc, qui étaient Saint-Jean-de-Mata, Notre-Dame du Perpétuel Secours et Cœur Immaculé de Marie, et le CLSC. Donc, on était là plus des parents bénévoles. Donc, c'est là qu'on voit que en partant avec une idée qui était aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi, Audrey qui a son comité événementiel, on s'est dit, je pense que ça a été un élément pour faire le levier de cette sortie. On se dit, on va avoir des jeunes qui vont pouvoir participer. Tu vois vraiment que c'est un projet concerté de quartier, qu'il y a une collaboration qui naît, puis qu'on a une sensibilité aussi à faire participer le plus possible les jeunes, on les interpelle. J'ai l'impression que la coordination, ça vous aide, ça aide en fait tout le monde, autant la coordination, la communication entre les jeunes, entre les parents, entre les organisations, et toutes ces coordinations-là, ça aide à pouvoir créer des projets qui aident beaucoup les familles. Oui, puis qui sont adaptés aux besoins des jeunes. Puis cette gang-là, dans le fond, ils ont été là dans le comité organisateur pour co-construire le projet tout le long. Puis, avant l'événement vélo, il y a eu aussi des ateliers, en fait, de préparation, parce qu'on ne fait pas faire 40 km de même à des jeunes de 6e année. Et donc, dans les ateliers aussi, il y en a qui étaient présents. Il y a notre collègue Nadia Bujol qui est venue comme nutritionniste aussi dans un des ateliers. On a eu des parents, dont un parent extraordinaire mécano. Donc, ça a été une super belle aventure, mais réalisée avec des jeunes, pour des jeunes, avec des intervenants en soutien. Donc, merveilleux. Dans une optique de concertation, c'est le fun d'avoir des bureaux au CLSC, c'est le fun d'avoir des bureaux dans des organismes, mais je pense que plus on est à l'extérieur, plus on se promène. Je veux dire, notre job, c'est pas de se promener nécessairement non plus, mais plus on se donne la permission d'aller visiter puis d'aller à la rencontre d'eux, ça permet de développer les liens, ça permet justement d'être capable, quand on reçoit une famille qui a tel ou tel besoin, d'orienter vers le bon endroit, vers le bon organisme. On va dire le mot service, mais d'orienter vers c'est ça. Donc, cette communication, cette concertation, mais aller à la rencontre fait vraiment ça. Mais cette proximité-là, parce que quand tu réfères une famille, va voir le CARD. Non, on va dire, va voir Alem ou va voir Ilam au CARD, par exemple. Et moi, je la connais, Ilam, je connais Alem. Puis c'est des gens que j'apprécie et ça se ressent. Donc, le lien de confiance aussi qu'on développe, puis de collaboration, il est précieux après. Pas seulement avoir des organisations, mais aussi d'avoir des acteurs derrière des gens qui on peut aller parler, qu'on peut connaître, puis qu'on peut se lier d'amitié avec. On avait parlé un petit peu des ressources pour les familles à moins coût, des familles à moindre revenu. Est-ce qu'il y a des organisations et des initiatives qui peuvent aider les familles qui, financièrement, pas seulement en termes de monnaie en tant que telle, mais aussi en termes d'éducation financière? En fait, dans le quartier ici, on a l'ACEF. La CEF du Sud-Ouest, qui est très bien établie là, sur Monc. En fait, c'est l'association communautaire d'économie familiale. Ils vont offrir des ateliers,
le fameux rapport d'impôt. Ouais. C'est toujours quelque chose à faire. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Mais la CEF peut offrir, par exemple, des ateliers pour... puis après ça, va offrir aussi des ateliers au niveau de l'éducation budgétaire auprès des familles. Comment faire un budget, quel programme on peut aller chercher aussi quand on a des difficultés financières, quand on a un revenu précaire. Mais quel programme, quelles ressources on peut aller cibler. Pour les nouveaux travailleurs, je pense que les jeunes commencent parfois à travailler à partir de 14 ans, 15 ans. Donc, est-ce que c'est aussi un service qui est accessible pour les jeunes travailleurs comme eux? Oui, bien, moi, je les référerais plus au Carrefour Jeunesse Emploi. Quand on a 14 ans, on ne peut pas travailler pendant, 50 heures, 40 heures semaine, puis aller à l'école. Donc, il y a aussi un cadre légal à respecter parce que l'éducation, c'est la priorité. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi, au niveau des jeunes, je pense que c'est la meilleure ressource. Comment faire ton CV, ils vont avoir des emplois à offrir, ils vont avoir des projets aussi. Ils ont aussi des projets au Carrefour Jeunesse Emploi. Il y avait le projet historiquement Cabestan, qui était un projet là, où ils partaient sur un voilier éventuellement et ils apprenaient toutes sortes de compétences. Ils acquéraient des compétences. Pour le marché de l'emploi, puis une réflexion aussi sur l'orientation. Donc, ils peuvent avoir toutes sortes de types de projets aussi, fait qu'il faut se renseigner, il faut aller voir. Puis, si on ne parle pas au niveau jeunesse, il y a aussi le réseau, donc qui est le volet adulte, où il y a toutes sortes de ressources également pour les adultes. Seulement pour les familles ou pour n'importe quel adulte? Pour n'importe quel adulte. Dans le réseau, il y a ce qu'on appelle l'école des parents. Donc, là aussi, ça, c'est pour des familles, c'est pour des parents qui veulent apprendre, en fait, soit augmenter leur niveau scolaire, puis ils prennent des gens de tous les niveaux. Donc, le réseau aussi, c'est quelque chose à retenir. Aussi pour aider lorsqu'on doit faire des conversions au niveau des diplômes selon les pays. C'est pas toujours des équivalences qu'on reçoit, donc ça peut les aider, je suppose. Il peut y avoir le réseau, il peut y avoir aussi le CSAI qui va vous aider dans cette démarche-là. Au niveau de l'emploi, pour les nouveaux arrivants, tout ça, le CSAI aussi peut aider. Puis on a aussi la francisation, on a cette chance-là au CSAI à Villemort, qui est juste à côté du CLSC. Un des enjeux pour des parents, c'est de faire les devoirs avec les enfants, les devoirs et leçons. À l'école des parents, il y a cette thématique-là, il y a cette préoccupation-là, cette sensibilité-là à se dire, qui est sans jugement, justement, là, qui est dans l'ouverture, de dire, on sait que c'est quelque chose, même... Personnellement, des fois, je regarde le travail scolaire dans les écoles puis je m'y retrouve plus. Donc, je fais un gros exercice d'empathie envers les parents. Je me dis, mon Dieu. Fait que des fois, c'est ça. Cette offre-là au réseau permet de faire ça. Donc, aider à l'accompagnement. C'est important quand on est parent de se sentir compétent, mais c'est pas nécessairement évident. Donc, d'avoir une ressource qui nous aide là-dedans, je pense que c'est précieux. La plupart des organismes communautaires vont avoir une attitude d'ouverture par rapport aux besoins financiers, par rapport aux besoins socio-économiques, parce que c'est sûr qu'on est tous des intervenants, donc notre but, c'est d'aider, c'est de se positionner entre la personne, son besoin, puis la ressource, d'aider, de réfléchir, de penser ensemble, de penser justement en dehors de la boîte. Je regarde toute l'offre communautaire dans le quartier, puis je me dis... C'est génial parce que tout le monde a ce souci d'accueil-là, le travail de rue. Donc, c'est ça. Il y a toujours ce souci-là d'aider. Puis, vraiment, le mot intervenant, c'est ça qui prend tout son sens, c'est qu'on est tous ensemble. C'est en interdisciplinarité. Peut-être parler d'une autre initiative que moi, je trouve géniale. En fait, le comité immigration, qui on fait 2 fois par année la livraison de paniers de bienvenue pour des familles qui viennent d'arriver, en fait, au pays. Et on va leur livrer un panier de nourriture, mais avec un ensemble, en fait, tous les feuillets de l'ensemble des organismes. Et quand on peut, dans leur langue aussi, pour leur dire bienvenue, dire qu'on est là, puis leur présenter l'éventail des ressources du milieu. Donc, c'est une opération qu'on fait collectivement là, 2 fois par année. Donc, on essaie d'aller à la rencontre. Avec toute cette offre-là, c'est sûr que les parents, s'ils viennent voir dans un organisme, s'ils viennent voir au CLSC, puis de toute façon, les services sont toujours volontaires. Oui, c'est ça. Ça peut aider beaucoup. Ouais. Comment est-ce qu'au niveau de la communauté, cette fois-ci, on peut soutenir les initiatives gratuites ou à faible coût? Comment est-ce qu'on peut favoriser toutes ces initiatives, toutes ces organisations-là? Comme communauté, c'est beaucoup, en fait, dans les liens qui existent entre les organismes puis le réseau de la santé.
Donc, je reprends l'exemple du bazar solidaire. Ouais. Donc, oui, on va avoir des dons de la communauté, mais on va avoir aussi beaucoup de dons qui viennent des organismes, donc des partenariats. Le lien social, là, c'est ça la force de notre communauté. C'est ça qui fait que l'information se transmet. C'est ça qui fait qu'on peut rejoindre des familles qui sont plus difficilement rejoignables. Le bénévolat de certains parents aussi, j'imagine. Exactement, oui. Donc, tout ce réseautage-là fait aussi là, que plus on fait circuler l'information, plus il y a des gens qui sont au fait des initiatives, plus on peut s'assurer en fait que l'ensemble de notre population peut avoir accès aux services. OK. Créer les occasions. On a les organismes plus du réseau, mais on a les organismes communautaires. On a des organismes aussi, nos portes d'entrée, mais nos piliers de l'éducation et de l'intervention jeunesse, qui sont les écoles. Hein. C'est important de mettre en relation les écoles avec le CSI, avec les organismes communautaires, puis autant les profs que les directions d'école, parce qu'on travaille tous auprès d'un même groupe, d'un même groupe d'âge, qui est l'enfance, l'adolescence et les jeunes adultes. D'être capable de se rencontrer, de se voir, de communiquer ensemble, de se connaître surtout, ça fait en sorte que ça soutient beaucoup les organismes communautaires. Ça décentralise aussi. Souvent, on va avoir tendance à dire de l'école au CLSC ou de l'école, quand on a, mettons, de la détresse psychologique, la mentalité va être plus de dire, bon, on va aller vers le CLSC pour une évaluation, des trucs comme ça, mais de se dire, des fois, le besoin est tout autre pour un enfant, pour une famille. Donc, de connaître l'offre communautaire, de dire... Je vais toujours me souvenir, à un moment donné, on avait un enfant qui est arrivé à l'école, puis c'était difficile sur plusieurs plans, puis l'école voyait une nécessité d'évaluation pédopsychiatrique, une évaluation spécialisée en santé mentale. Puis avant de procéder comme ça, on a arrimé vers Station Famille qui a accueilli cet enfant-là avec la mère. Même si l'enfant est en maternelle, je trouve que le maillage avec les ressources communautaires a permis de faire quelque chose pour cet enfant-là qui a, avant d'être évalué puis tout de suite à recevoir quelque chose de plus précis, a pu apprendre à socialiser, a pu avoir une intervention sur son développement. Puis c'est là que les partenariats, de connaître les organismes, fait en sorte qu'on n'est pas toujours dans des lignes très précises ou des lignes habituelles. Penser en dehors de la boîte est super important en intervention. Une grosse pluralité de perspectives aussi. Oui, tout à fait. Dans ton exemple, Charles, l'enfant, il a eu des services, mais le parent a été soutenu aussi. Tout à fait. Parce que comme parent, des fois... il y a aussi le besoin de soutien, donc d'être en lien avec les ressources. Des outils pour encadrer puis pour aider son jeune. Oui, puis on est, dans le fond, on est plusieurs acteurs, mais on est tous une petite partie, en fait, de la solution ou de la réponse aux besoins. Souvent, il n'y a pas qu'une solution pour un besoin. C'est plutôt un amalgame d'actions qui va faire qu'on va répondre aux besoins. Oui, c'est varié. Ouais. Okay. Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est quand on travaille en intervention, l'approche écosystémique. Okay. Donc, c'est de placer l'enfant et sa famille au centre, puis après ça, de faire une analyse des besoins, de le positionner après ça dans un cadre plus large, plutôt que de toujours rester avec l'enfant, sa famille, puis des ressources figées. La connaissance du communautaire, la connaissance de ce qui est offert, permet souvent de répondre à beaucoup de besoins. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire connaître toute cette offre-là pour qu'à un moment donné, on ne soit plus dans justement les lignes très pures. Oui, puis qu'on reste toujours dans le même programme, de la même fonction, mais qu'on essaie plutôt de varier les possibilités puis d'offrir le maximum de ressources aux fonds famille. Oui, puis des fois, le parent, il ne s'en rend pas compte, mais il y en a des ressources, là, parce qu'il y a des gens autour de lui, déjà dans la communauté, qui sont des ressources importantes. Fait que ces ressources-là comptent également. C'est pas toujours du communautaire ou de l'institutionnel ou clairement un ou l'autre. Ça peut être aussi plein d'initiatives citoyennes, là, parce que ça existe aussi. Ouais. De la même manière, il y a plusieurs facettes dans la vie de chacun, mais aussi pour les jeunes. Donc, comment est-ce que les jeunes ils peuvent concilier la vie de famille, les exigences scolaires, les activités parascolaires, les loisirs, tout en maintenant un bon niveau bien-être? Avec un agenda. Non, mais en fait, c'est papier ou électronique? En fait, si on veut accompagner les jeunes, les enfants, les familles à concilier tout ça, parce qu'il y a souvent de plus en plus d'enjeux de conciliation, parce que je veux pas, avec l'information qui arrive rapidement, souvent par les réseaux sociaux, par justement avec les notifications sur les téléphones. Bombarder d'informations. Ça nous donne tellement d'idées, ça donne tellement d'envie de tout faire. Tantôt, je parlais de l'approche systémique, mais quand on parle du très grand système, du très grand ensemble du système là, au plan social,
faut qu'on se rappelle qu'on ne peut pas tout faire, mais qu'on en fait déjà beaucoup. On en fait déjà énormément parce qu'on est très, très sollicité. Fait que autant les intervenants que tout le monde entre nous, on a un souci de bienveillance les uns envers les autres, à se dire « Hey, tu trouves pas que c'est beaucoup à un moment donné? Tu trouves pas que c'est peut-être trop pour toi? Tu trouves pas que tu as beaucoup d'activités? Oublie pas que tu es à l'école. Tu sais, un jeune qui veut travailler, qui va aller partout, qui va être impliqué dans... Oublie pas que tu es à l'école. » C'est comme tu es censé apprendre puis vivre ta vie d'enfant. T'en as une job en ce moment, c'est d'être un étudiant. Ta job, c'est d'apprendre, mais ça te prend la disponibilité aussi pour ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est de se le rappeler, d'avoir cette attitude bienveillante-là, puis cette attitude un peu de collaboration, puis de se le dire entre nous. Quand les différents acteurs auprès des jeunes se parlent, ça permet d'offrir une offre complémentaire, concertée, puis des fois, pas trop encombrante, pas trop accaparante. Donc, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Quand, si admettons, je sais que le CARD, Achim vont offrir de l'aide aux devoirs, puis que là, nous autres, au CLSC, on se dirait, on va partir de l'aide aux devoirs. Ben, pourquoi? Mais non, c'est ça. Qu'on sache qui fait quoi, ça permet aussi de pas trop surcharger les jeunes et leurs familles d'intervention, de ne pas trop multiplier, de coordonner, concerter tout ça, ça permet justement de réduire une certaine forme de stress pour être capable de coordonner puis composer avec tout ça. Oui, je pense que les jeunes ont besoin aussi de moments d'arrêt. Oui. Parce qu'on parlait des écrans tantôt, sont sursollicités d'informations, on nous invite à être performants dans tout, des saines habitudes de vie. Toujours être occupé. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent interpeller les jeunes. On permet aussi ça, des temps d'arrêt. Un lâcher-prise. Un lâcher-prise. Il y a une initiative qu'on fait à Honoré-Mercier, c'est comme une journée bien-être. On va la refaire cette année, donc en collaboration encore avec les différents organismes jeunesse. C'est un moment pour penser à soi, s'arrêter. Mais je pense que ces moments-là sont nécessaires aussi pour pouvoir se recentrer sur qu'est-ce qui est prioritaire, où je m'en vais. D'être trop sollicité, c'est pas mieux. Ouais, hein? Il faut avoir des temps de pause aussi. Puis tantôt, on parlait du programme Branché Santé. Ouais. On découvrait qu'il y avait peu de contenu intégré. Ce qui veut dire que pour l'activité physique, on a souvent l'impression qu'il faut aller jouer au hockey, il faut aller en ski, il faut aller, faut aller vraiment loin. Il y a très peu de trucs intégrés. Monter des escaliers, marcher, courir pour aller à l'école, c'est intégré. Ça permet de faire des activités physiques à moindre coût. C'est une activité qui peut même être parascolaire. Marcher en gang pour aller à l'école, c'est le fun, ça te permet de socialiser, puis le trajet se fait bien. Même chose au niveau de la nutrition. On parlait beaucoup souvent de qu'est-ce qui est de la bonne nourriture. On parlait de tout ce qui était les bons aliments, les mauvais aliments. Alors que dans la nutrition, la variété, l'assiette plus équilibrée va être beaucoup plus facile à intégrer dans un milieu familial que justement de parler des bons aliments, des mauvais aliments, tout ça. Toujours les mêmes choses. Donc, c'est ça, d'y aller vraiment dans l'intégration pour ne pas en ajouter. Puis on référait beaucoup justement vers les organismes communautaires ou les organismes de quartier. Tu parlais d'Accès Loisirs plutôt, mais c'était ça, on référait vers ces organismes-là ou ces formules-là, ces enveloppes-là pour permettre justement aux gens de connaître des solutions ou des options qui sont pas en ajout puis, au plan financier, mais aussi à la routine, au fonctionnement, tout ça, qui sont vraiment intégrables. Au plan d'estime de soi, même chose. C'est une formule où est-ce qu'on faisait se rencontrer des enfants, des parents, puis ça permettait au niveau de la relation. Donc, ça n'ajoutait pas d'autres formules. D'y aller dans l'intégration en connaissant les organismes, puis en connaissant aussi, en se disant que c'est pas nécessaire d'aller se procurer plein d'affaires, la fameuse image de la personne qui part en camping puis s'achète le kit à 1000$. Ben non, on est capable d'y aller simplement, puis en connaissant les différents organismes et les différentes options. Mais effectivement, ça réduit le stress là, à coordonner. Mais c'est quoi Branché Santé? Qu'est-ce que ça Branché fait? Santé, bien oui, merci Catherine. Donc, Branché Santé, le mot le dit. C'est un programme d'intervention en prévention, promotion des saines habitudes de vie, mais qui s'adresse aux familles où est-ce qu'il y a des enfants qui seraient à risque de développer des impacts de la sédentarité.
puis de la nutrition problématique, donc une relation plus problématique avec les aliments, l'alimentation. On va travailler sur l'image corporelle, l'estime de soi. Donc, c'est pour ça que c'est animé kinésiologue au niveau spécialiste de l'activité physique, nutritionniste, spécialiste de la nutrition, donc nutritionniste, diététiste, et travail social, vraiment, qui va être plus là pour les... Oui, moi! Oui. Donc, qui va être plus là pour les Tiens dynamiques. donc, on revient toujours au travail social. On revient souvent au travail... Excusez. Mais j'adore, là, d'avoir ça. Une combinaison. Une combinaison pour, justement, réseauter. OK. Réseauter, transmettre. Apprendre aussi des familles, on découvre plein de choses, on a plein de ressources qui arrivent à partir de ça, puis d'y aller dans l'intégrer. Mais ce que je trouve intéressant de cette initiative-là, c'est que c'est parents et enfants. Oui. Donc, souvent, on va plus s'adresser soit aux parents, Ouais. soit à l'enfant. Donc, dans Brancher Santé, l'aspect nutrition, c'est de l'intégration, c'est quelque chose, c'est un mode de vie. Donc, c'est clair que pour un changement des impacts à long terme, de travailler avec l'enfant et le parent, ben, c'est la solution gagnante. C'est vraiment chouette. Donc, faire bouger des parents avec leurs enfants. Demander à des enfants de cuisiner une collation à leurs parents pendant qu'admettons, les parents sont dans un atelier. Les enfants arrivent avec la collation pour les parents, puis on les fait tous bouger ensemble. De renverser les rapports aussi. Ouais. Pour revenir un petit peu sur la question des parents, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer de manière constructive? On a parlé un petit peu de bénévolat. Est-ce qu'il y avait d'autres manières ou des manières plus profondes qui peuvent s'impliquer autant dans les organisations que dans la vie de leurs jeunes ou dans toute autre initiative? Je peux peut-être donner l'exemple de Station Famille. Moi, j'ai animé leur assemblée générale annuelle là, dernièrement. À Station Famille, dans le fond, c'est une organisation qui est démocratique, comme beaucoup d'organismes communautaires. Participants deviennent parfois des administrateurs. En plus, souvent, ça passe par le bénévolat, puis ensuite de ça, il y en a certains qui deviennent des administrateurs de l'organisation. Donc, puis avec cette expérience-là d'administrateur, pour certains, ça peut être un levier vers autre chose. Pour certains autres, c'est une implication sociale qui est valorisante, qui est intéressante. Donc, ça peut être une autre façon de s'impliquer. Mais il y a toutes sortes de petites manières. Je reviens à mon bazar. Oui. On a des parents qui vont te donner un coup de pouce au bazar, qui vont en même temps travailler en collaboration avec les organismes communautaires. L'opération Sac à dos. Ouais, On a des parents aussi qui ont donné leur nom pour être bénévoles. Donc, c'est intéressant pour le parent. Il va connaître d'autres, mais il va aussi se lier ou peut-être connaître d'autres parents, connaître les organismes, avoir un contexte aussi. C'est un loisir, ils viennent faire du bénévolat, mais je veux dire, c'est quelque chose quand même qui est gratifiant de contribuer au bien-être de notre communauté. Donc, oui, il y a plusieurs moments. De pouvoir profiter aussi de l'expertise des parents selon leur domaine spécifique aussi. J'imagine que ça peut aider. Oui, exactement. Ouais. C'est important aussi de faire savoir aux parents qu'ils sont bienvenus dans les organismes. Souvent, c'est une mentalité, puis je veux dire, le travail va être à faire. Les parents, c'est... la participation parentale, c'est un cycle dans une vie. Hein, donc, c'est toujours à refaire comme exercice. Souvent, on va se dire, on a intégré des parents dans un organisme un certain temps, donc les parents savent maintenant, mais non, parce que les nouveaux parents ne le savent pas. Devenir parent, là, c'est nouvellement tous les jours, à chaque minute. Bon, c'est ça, donc on a toujours à rappeler ça, puis c'est un discours à adopter, de dire aux parents, vous êtes les bienvenus. Puis ça, c'est autant dans les écoles que dans les organismes communautaires, qu'un peu partout, parce que être parent, ça peut être perçu aussi comme un très grand moment d'isolement parce que les parents sont souvent seuls entre eux, seuls avec leur réalité. C'est une période qui vient même... La nouvelle parentalité, ça vient créer beaucoup de questionnements, beaucoup de comparaisons avec tout ce qui... On ne rentrera pas trop dans les médias sociaux, mais je veux dire... il y a une pression. Il y a une pression parentale. Donc, de dire aux parents, « Hey, vous êtes bienvenus. » Encore une fois, je rappelle le mot, mais bienveillance envers les parents, bienveillance, accueil, ouverture, de se dire, les réalités parentales... sont diverses. C'est ça, tu parles. Puis oui. Ces humains peuvent faire des erreurs. C'est normal d'apprendre et d'échouer, de recommencer, de devenir meilleur un petit peu. Oui. Les parents, quand ils parlent entre eux, ils se rendent compte à quel point ce qu'ils vivent est partagé. Donc, toi aussi, c'est ça. Donc, de les inviter, de les intégrer. La parentalité, des fois, c'est une période à laquelle on ne dit pas assez à l'adulte qui est compétent avec ce qu'il a et avec ce qu'il peut faire, avec ce qu'il a reçu. Alors que, si en tant qu'intervenant, en tant qu'organisme communautaire, peu importe,
si au plan, dans le quartier, on est capable de dire bienvenue, venez nous voir, on vous comprend. Je pense qu'il y a différents niveaux d'implication. Ouais. On peut s'impliquer à l'école, à la bibliothèque scolaire, on peut s'impliquer dans un projet communautaire, on peut s'impliquer sur un conseil d'administration, on peut s'impliquer à Concertation Vélémar, Côte-Saint-Paul. D'ailleurs, il y a un poste pour une personne qui est citoyenne au conseil d'administration. Donc, je pense qu'il y a différents niveaux, mais chaque implication offre des bénéfices, dans le fond. Oui. Ouais. Okay. Est-ce que, avant de terminer, il y avait d'autres organismes, d'autres initiatives que vous avez réfléchi durant l'entrevue que vous aimeriez mentionner avant qu'on termine, qui seraient importantes pour les jeunes, pour les parents? Oui, j'aimerais ça parler de la bibliothèque. Okay. En fait, la bibliothèque maintenant est très investie autant au niveau petite enfance, du comité petite enfance, au niveau du comité jeunesse. Et moi, je la redécouvre parce qu'ils ont quand même un axe plus communautaire, en fait. Donc, la bibliothèque offre pas juste un milieu où on va chercher des livres, offre une panoplie d'activités. Nos jeunes sont bienvenus à la bibliothèque. Il y a même des consoles de jeux vidéo. Il y a des jeux qu'on peut emprunter. Il y a des activités qui s'adressent aux jeunes. Il y a des activités qui s'adressent aux parents. Et puis, il y a des activités qui s'adressent à la petite enfance. Donc, il y a même de la location de vélos d'équilibre. Durant l'hiver, ils font de la location de raquettes. Donc, moi, j'invite les parents à déconstruire comme moi notre vision de la bibliothèque puis d'oser aller voir. Donc, c'est une ressource qui est là, qui est gratuite, qui est accessible. Puis, on ne trouve pas que des livres, on trouve aussi une communauté, puis même du matériel de sport. Donc, ça peut être une aire de relaxation aussi, de détente, où est-ce que l'enfant peut lire, jouer, s'amuser, pendant que le parent peut lui-même s'instruire, relaxer aussi. Oui. Puis la maison de la culture, juste au-dessus. Tout à fait, c'est ce que c'est là où tu t'en allais. Vas-y. Ben oui, parce qu'effectivement, ce qui est implanté dans Villemort Côte-Saint-Paul depuis des années, c'est la maison de la culture Marie-Huguet, où est-ce qu'on peut avoir des animations, des spectacles pour les enfants, des ateliers. Donc, il y a quelque chose de culturel qui est vraiment... Donc, la bibliothèque, c'est vraiment un lieu de fréquentation qui est intéressant. Puis, effectivement, au-dessus, tu as tout ce qui est l'aspect culturel qui est super accueillant, où est-ce que les écoles vont souvent. Là, je trouve ça génial. L'offre communautaire, je regarde tout ce qui se fait, l'auberge communautaire du Sud-Ouest qui va accueillir des jeunes plus à réalité, là, besoin d'hébergement comme assez imminent. Le théâtre Paradoxe, ça c'est une entreprise où est-ce qu'on va accueillir des jeunes qui ont un besoin d'apprentissage au niveau plus socio-professionnel, donc intervention, mais faite à partir des arts de la scène. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Puis c'est fou parce que plus on se rencontre que l'offre, elle est variée, multiple. Le CLSC aussi, on peut intervenir autant au plan familial, individuel. Tu as des services en santé mentale jeunesse, santé mentale adulte qui sont... Donc, on peut faire certaines évaluations, certaines thérapies pour les enfants, pour les familles aussi. On peut accueillir services médicaux aussi. Oui, vaccination. La vaccination qui est gratuite. Oui, vaccination, avec la carte d'assurance maladie, les prises de sang, les prélèvements. Là. Donc, il y a ça, on a le programme, plus au niveau jeunesse, on a le programme CAF, crise ado, famille, enfance. Donc, c'est quand les parents sont vraiment sur le point de vouloir expulser l'enfant hors de la maison, c'est un programme qui fait de 6 à plus de 18 ans. Là. Puis c'est basé sur la crise familiale. Fait que c'est intéressant. C'est des intervenants qui vont dans le milieu, qui interviennent à l'intérieur du 2 heures aussi, où est-ce que la crise s'est produite. Ils vont aller voir la famille, ils vont soutenir. C'est un service 24/7. Donc, 365 jours par année. C'est un programme qui permet vraiment de travailler sur les enjeux puis essayer d'arriver à ce qu'on appelle l'oméga, donc la sortie de la crise, puis d'avoir un contact relationnel. Puis via le 811, on a aussi l'offre de groupe. On a un groupe pour estime de soi qui est les voyageurs chez les 9-12 ans. Admettons que je cherche une ressource. Où j'appelle? Qu'est-ce que je fais? Donc, les canaux d'entrée, allez voir sur le 211. 211. Le 211, qui est le centre de référence du Grand Montréal. OK. Et ça... c'est un bon répertoire des organismes communautaires qui répondent à des besoins. Est-ce que je peux être servi en français et en anglais aussi? Oui, tout à fait. Par contre, ce qui est facilitant, c'est quand on est accompagné. Je dirais que les portes des CLSC, les intervenants CLSC, donc quand on se présente à la réception, on dit « j'aimerais parler à un intervenant, j'ai tel besoin », il y a une intervenante ou un intervenant qui va accueillir
qui va vous accueillir, puis qui va faire une analyse du besoin, puis orienter. Des fois, ça peut être d'orienter vers un organisme communautaire. C'est pas toujours orienté à même la boîte. Ça peut être orienté vraiment dans plusieurs organismes. Ouais. Puis, ou complémentaire. Admettons besoin logement, besoin... Ouais. Tout à fait. Donc, ça s'appelle l'accueil psychosocial. Moi, je vais faire aussi dans les milieux scolaires fonction d'accueil psychosocial. D'accord. Donc, un parent qui a un besoin, peu importe la thématique, là, je vais faire fonction d'accueil. Donc, des fois, des parents qui arrivent à l'école puis sont vraiment dans une situation de, des fois d'impasse ou de grands questionnements ou de plus petits questionnements, mais en réflexion. On est là pour évaluer avec eux le besoin, puis remplir ce qu'on appelle une demande de service, donc pour offrir un service à ces parents-là. D'accord. Pour les jeunes de 14 ans et plus aussi, ils peuvent se présenter d'emblée à des intervenants qui peuvent les soutenir. Et pour les jeunes qui sont plus en situation d'écart avec les services, si on peut dire ça comme ça, donc pour ces jeunes-là, on a toujours le travail de rue. Donc, qui est vraiment omniprésent dans le quartier. Là, il se promène beaucoup, connaît les endroits. Il est toujours un peu dans la fréquentation des lieux moins traditionnels dans un quartier. Là. Donc, ça permet vraiment de faire cette porte d'entrée-là aussi vers les autres ressources. Donc, puis pour différentes thématiques. Moi, j'aurais le goût de rajouter, je pense à Honoré Mercier, qui est l'école secondaire. On a une travailleuse sociale qui est du CLSC. On a plein d'organismes communautaires qui travaillent étroitement avec cette école-là. C'est vraiment génial, la collaboration. Puis on a aussi du personnel scolaire. On a une intervenante, là, en fait, qui est une technicienne en loisirs, qui organise tout ce qui est parascolaire, qui est extraordinaire. Elle aussi contribue vraiment au bien-être des jeunes, puis c'est une ressource pour les jeunes en qui ils ont confiance. Fait que, si on regarde ça, dans le fond, on a vraiment une panoplie d'acteurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment bien, tout le monde, ensemble, en collaboration. On se connaît, on se reconnaît dans nos expertises, puis ça, c'est vraiment précieux. On est vraiment une belle gang. Oui. Vraiment. En tout cas, nous autres, on aime notre gang, ça paraît, hein? Oui, que je regarde dans les écoles, que je regarde des organismes communautaires, que je regarde peu au CLSC, tu sais. Donc, tous les acteurs, c'est le fun de travailler ensemble. Tu aurais un dernier message pour la fin? J'adore faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis merci pour cette initiative-là, parce que plus on parle de ce qui se fait pour une population, plus on parle de ce qui se fait au plan communautaire et concerté, plus on est capable de créer ce sentiment de cohésion puis d'entraide sociale-là. Tu sais, tantôt, on était en pause, tu disais, ça prend tout un village pour aider un enfant. Mais ça prend du monde qui alimente le village. Puis cette initiative-là, aujourd'hui, je trouve que ça alimente bien le village. Tu sais, de se dire, on va avoir comme un moment sur YouTube qu'on va pouvoir partager aussi pour faire connaître les différentes initiatives un peu partout. Puis peu importe l'origine de l'initiative, je veux dire, c'est important qu'on se parle et qu'on fasse connaître tout ça. Donc, merci à vous autres. Ça fait plaisir. Toi, Catherine, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Je dirais, on a parlé de plein d'initiatives, de plein de ressources, autant du CLSC, des ressources communautaires. Donc, moi, je dirais aux parents, aux jeunes, à la population, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à aller vous renseigner, parce qu'il y a beaucoup de services et les ressources, il y en a énormément. Ils sont là pour vous, ils sont là pour la population. Donc, n'hésitez pas à faire le pas pour aller à la rencontre des organisations. Il y a plein de gens qui vont vous attendre, les bras ouverts, l'oreille ouverte, qui sont là pour vous, en fait. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Charles. Merci, Philippe. Merci, Philippe. C'était Philippe Lachancement pour Station Radio Angrignon. Abonnez-vous à notre page pour suivre de nouveaux contenus et pour soutenir notre communauté.